niveau de notre pôle bâtiment, habitat, urbanisme, Étienne vous a indiqué les conférences qu'on avait faites jusqu'à présent. Donc on s'était beaucoup basé jusqu'à présent, axé sur l'habitat, l'habitation soit individuelle, soit collective, soit en œuvre, soit en rénovation. On avait fait intervenir notamment Pouget Consultant, qui est un spécialiste de tout type de bâtiment. Maintenant la question c'était d'aborder le tertiaire, parce qu'on ne l'avait pas trop abordé, mis à part peut-être au niveau du programme Homes, qui lui intégrait tout type de bâtiment, mais surtout pas au niveau de leur conception, mais au niveau de leur utilisation, notamment la segmentation, la fragmentation des surfaces selon les usages. Donc on se rend compte qu'au niveau du tertiaire on n'avait pas fait grand chose. Or il y avait des projets au niveau de Grenelle 2 concernant le tertiaire, il y avait des projets loi qui étaient prêts à être promulgués l'année dernière, et donc on a choisi de prendre ce sujet pour plusieurs raisons, celles que je viens d'évoquer. Et aussi celle du fait que c'est assez flagrant quand on regarde les DPE. Pour les DPE de l'habitat, la classe la pire, c'est la classe G, qui est rouge vif, et pour laquelle la valeur est de combien? Elle est de supérieure à 450 kWh par mètre carré par an, pour l'habitat. Alors pour le tertiaire, on a trouvé que la classe G, non seulement la classe G c'était pas bon de la garder à 450, mais on a porté la classe G à 590, et qui plus est, on a rajouté 2 classes de plus, une classe grise et une classe noire. Et la classe noire c'est pour 750 kWh par mètre carré par an. Et ça c'est pour pouvoir mesurer le tertiaire, sinon tout aurait été rouge. Donc pour avoir un petit peu de finesse, voilà. Donc ça prouve que le tertiaire, il y a vraiment du boulot à faire. Et donc on a demandé cette fois-ci à Saint-Théo d'intervenir pour 2 raisons. D'abord parce que Saint-Théo est un bureau d'études qui agit principalement pour le tertiaire, à 80%, on m'a dit l'intervenant, 90%. Et en plus, Saint-Théo a été choisi par l'ADEME pour faire une étude générale qui a été publiée l'année dernière. Vous pouvez trouver sur Internet, je suppose, mais de toute façon, notre intervenant, qui s'appelle donc Romain Nardelli, et pas Nicolas Beveden, comme c'est indiqué ici, va nous parler. Donc, Nicolas est chez Saint-Théo depuis 4 ans déjà, il est chef de service, et il a participé à l'étude, donc je pense qu'il sera aussi, sinon plus efficace que M. Beveden pour nous en parler. Merci, j'espère que vous n'avez pas filmé ça. Si. Oh là là. Je veux dire aussi bon pour en parler, je dirais pas plus, parce que sinon ça porterait préjudice à Nicolas Beveden. Donc effectivement, voilà, je travaille depuis 4 ans chez Saint-Théo. Je vais présenter très rapidement la société pour voir un petit peu aussi pourquoi on a été choisi pour intervenir ce soir pour discuter du parc tertiaire. Donc Saint-Théo, en fait, c'est donc, comme M. Cotet le disait, un bureau d'études qui est spécialisé dans la maîtrise de la performance environnementale des bâtiments. Donc ça inclut l'énergie et ça inclut aussi beaucoup d'autres critères qui sont liés plus à une partie environnement global. Donc c'est une boîte qui a aujourd'hui, cette année, 6 ans. Et on a eu l'occasion en fait, de travailler donc, au cours de ces 6 ans sur une grande partie du parc tertiaire, notamment, je reviendrai juste sur ça après, parce qu'on intervient en fait, auprès de beaucoup de propriétaires privés. Donc 90% des bâtiments qu'on étudie aujourd'hui sont des bâtiments tertiaires. Donc il y en a 40% qui sont à Paris, 30% Île-de-France et 30% province. Et on intervient principalement sur des problématiques donc qui sont notées dans la partie immobilier durable ici, qui sont en fait des problématiques d'audit énergétique et de cartographie environnementale d'un parc immobilier. Donc l'audit énergétique, ça va être vraiment se focaliser sur un bâtiment, étudier un petit peu le comportement des utilisateurs, la performance intrinsèque, la performance de l'enveloppe et des équipements qui sont présents dans le bâtiment, et la performance, on va dire un petit peu de la gestion du bâtiment, comment l'exploitant travaille sur ce bâtiment-là. Et ça nous permet en fait de voir un petit peu un état des lieux du bâtiment et de pouvoir proposer des plans d'action qui sont appliqués ou pas en fonction des stratégies des clients chez lesquels on travaille pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. Et la cartographie, c'est quelque chose qui va encore à l'échelle au-dessus, on va passer un petit peu en mode plus macro,
On va étudier peut-être moins de bâtiments, peut-être moins profondément, mais on va dresser, donc comme le nom l'indique, une sorte de carte en fait, des bâtiments qui sont performants, pourquoi ceux-ci sont performants, ceux qui le sont moins et pourquoi ils le sont moins, et dans chaque cas, quelles sont les actions qui peuvent être menées, soit pour optimiser, pour encore plus valoriser un bâtiment performant, soit pour rattraper peut-être un retard qui peut être présent sur certains bâtiments. Donc on a eu l'occasion effectivement de travailler donc, auprès de pas mal de clients sur beaucoup de bâtiments, principalement tertiaires, donc ça va inclure des bureaux, ça va inclure du commerce, ça va inclure des établissements recevant du public, et ça nous a permis d'avoir un petit peu le retour qu'on va vous présenter aujourd'hui. Avant de partir sur le retour à proprement parler, on présentera en fait deux études, donc l'étude qui avait été menée avec l'ADEME sur la performance énergétique donc, du parc tertiaire français, réalisée également en partenariat avec la foncière La Française, et une deuxième étude qu'on présentera aussi, qui a été menée en partenariat avec l'ORIE et l'Adréal Île-de-France, et qui, elle, pour le coup, avait pour but d'un petit peu évaluer, au regard des actions que les acteurs de l'immobilier français sont prêts à mener aujourd'hui, où on se situe par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés à l'échelle notamment européenne et française. Donc justement, avant d'arriver à tous ces résultats, je vais passer un petit peu sur tout ce qui est contexte réglementaire et justement définir un petit peu ces objectifs dont on va parler après. Et on regardera ensuite quels sont les leviers d'action qui sont mis à disposition pour améliorer la performance énergétique d'un bâtiment tertiaire. Et donc on finira par les retours sur ces deux études. Donc sur la partie état des lieux réglementaire, c'est un petit peu une grosse carte aussi là, de tout ce qui peut être présent. S'il y a un message à retenir, c'est qu'aujourd'hui on se pose la question en France de travailler sur la performance énergétique du parc tertiaire pour des raisons qui viennent des échelles au-dessus de nous. Ça découle notamment du protocole de Kyoto à l'échelle mondiale, qui ensuite a été repris donc, de 1998 à 2002 par une directive européenne. Et nous, notre interprétation qu'on a pu faire de cette directive européenne a mené donc aux différentes lois qu'on connaît. La loi Grenelle 1, qui a fixé donc, les objectifs, l'adaptation des objectifs de la directive européenne au parc français. Le Grenelle 2, qui lui a pour but de définir des plans d'action pour l'atteinte de ces objectifs, et plus spécifiquement pour la partie bâtiment, le plan bâtiment Grenelle, puis le plan bâtiment durable, qui va sur des objectifs beaucoup plus précis sur le milieu de l'immobilier. Il y a, quand on parle de ce qui a découlé finalement en France du Grenelle 1, Grenelle 2, plan bâtiment durable, il y a deux grandes catégories, donc qui vont être le neuf et la rénovation, qui sont traitées de manière totalement différente. En fait, nous, par exemple, quand on travaille sur des projets de bâtiments, et on va encore une fois distinguer au sein de chacune de ces catégories le tertiaire et le résidentiel. Si on regarde tout ce qui s'applique au tertiaire, d'une part sur la partie neuf, donc on va avoir les réglementations thermiques, donc ça on passera très rapidement dessus, mais donc c'est un petit peu la volonté de pousser déjà la construction d'un bâtiment qui soit performant à la base. On pourra presque parler dès maintenant de performance intrinsèque en fait d'un bâtiment. La réglementation thermique, c'est essayer d'améliorer la performance intrinsèque d'un bâtiment à sa construction, sans forcément commencer à réfléchir à... Enfin, si on y réfléchit, mais sans forcément commencer à évaluer vraiment le niveau d'exploitation et d'utilisation du bâtiment. Et dans l'existant, on a d'autres problématiques réglementaires qui sont arrivées. La réalisation des DPE, sur laquelle on ne s'attardera pas, puisque c'est pas aujourd'hui pour nous, c'est pas quelque chose qui est représentatif du parc, étant donné que au niveau des usages et au niveau de l'évaluation, il y a encore beaucoup de lacunes. Mais deux éléments qui sont beaucoup plus intéressants et qui s'appliquent justement que au parc tertiaire, qui sont l'annexe environnementale, donc on pourra parler en fait de bail vert, l'annexe environnementale, donc qui va avoir pour but de lier un propriétaire à son exploitant, son locataire, dans sa façon de gérer le bâtiment, et donc qui va pouvoir avoir un impact sur la consommation énergétique d'un immeuble de bureau. Et deuxièmement, l'obligation de travaux d'amélioration énergétique, donc le décret qu'on attend encore, qui va fixer vraiment des objectifs. À chaque rénovation, on améliore la performance du parc tertiaire français. Ces objectifs qui sont ambitieux. On a un objectif en fait sur la partie existante qui est de réduire de 38% les consommations énergétiques d'ici à 2020. Alors d'où sort ce chiffre en fait? C'est assez simple. À la base on s'était fixé en 60 ans
de réduire de 70% nos consommations énergétiques. On a fait ça en 1990. Aujourd'hui, on a fixé un objectif à 2020, donc 30 ans. En la moitié de temps, on s'est dit qu'on allait essayer d'atteindre déjà un premier seuil qui est la moitié des réductions qu'on envisage. Donc le 37,5 qui est arrondi à 38 à 2020 découle en fait de cette volonté-là. Sur la réglementation thermique 2012, je passe rapidement, donc il y a des décrets qui s'appliquent. L'idée donc c'est de pouvoir concevoir un bâtiment qui soit performant donc dès les premières étapes de conception, dès les dépôts en fait, du permis de construire d'une opération neuve, avec l'évaluation en fait, de 2 critères qui vont être une évaluation de la consommation énergétique réglementaire du futur bâtiment. Donc réglementaire, ça veut dire qu'on inclut pas tous les postes. On n'inclut pas, par exemple, les usages spécifiques. On va vraiment se concentrer sur des usages qui vont être production de chaud, production de froid, production de CS, ventilation, éclairage et des auxiliaires. On se limite à ce périmètre-là. Donc on essaie de réduire ce critère, et en plus de ça, on a une notion de BBio, besoin bioclimatique, qui est réduire le besoin justement du bâtiment, donc par la conception d'une enveloppe qui soit plus performante. Donc en fait le BBio va plutôt caractériser l'enveloppe, l'orientation du bâtiment, le choix des isolants qu'on va pouvoir faire, le traitement des ponts thermiques, alors que le CEP va se rajouter au BBio en venant insérer un petit peu la performance des équipements techniques qu'on va mettre en place sur le bâtiment. Ça c'est sur la partie 9, j'en dis pas plus, on pourra en discuter à la limite s'il y a des questions après. Sur la partie diagnostic performance énergétique, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus, aussi pour des questions de temps, et on pourra pareil en discuter, de toute façon les supports seront mis à disposition. Mais donc c'est une obligation maintenant à toute transaction de réaliser un DPE, donc sur le tertiaire comme sur le résidentiel. Là où ça devient intéressant, c'est sur l'annexe environnementale et sur l'obligation de travaux de rénovation énergétique. L'annexe environnementale, donc, je disais bail vert, c'est vraiment cette volonté qu'on peut avoir de faire communiquer en fait, les différentes parties prenantes d'un bâtiment pour viser à au moins un maintien d'une performance énergétique qui pouvait être la performance énergétique initiale du bâtiment construit ou rénové, ou de rentrer dans un cycle vertueux, en fait, d'aller rechercher l'amélioration par un petit peu le dialogue entre tous les intervenants du bâtiment. Aujourd'hui, elle est obligatoire donc sur tous les baux de plus de 2000 m². Donc au cours de l'année 2013, elle a d'abord été obligatoire pour les nouveaux baux et maintenant elle doit s'appliquer à l'ensemble des baux donc sur les bâtiments tertiaires de plus de 2000 m². C'est un document qui est intégré au bail, qui ne prévoit pas forcément des obligations, mais en tout cas qui donne un petit peu une politique de gestion du bâtiment, mais qui peut aller jusqu'à une obligation qui va s'imposer au futur preneur du bâtiment, donc au moment où il va signer son bail, qui va s'engager à avoir une exploitation, une utilisation du bâtiment qui soit la plus raisonnée possible. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qui s'applique encore un petit peu difficilement, notamment par rapport à la problématique de suivi, parce que oui, les annexes sont signées, oui, tout le monde s'engage, se définit des objectifs, mais aujourd'hui on n'a pas encore un suivi qui est réellement appliqué, et donc on a encore un petit peu de mal à faire vraiment décoller le gain qu'on pourrait avoir via cette annexe environnementale. Mais déjà, elle est bien reçue par l'ensemble des preneurs, des bailleurs, donc c'est un premier pas, et on espère que ça continuera à évoluer dans le bon sens. Sur l'obligation de travaux dans l'existant, donc ça pour le coup ça découle, c'est le décret qu'on attend, ça découle du groupe de travail qui avait été mené par Maurice Gauchot, donc président de CBRE, et qui préconisait donc sur chaque rénovation d'un immeuble tertiaire en France d'aller, pas forcément d'un immeuble, mais sur chaque rénovation à l'échelle d'un parc tertiaire en France, d'aller rechercher l'amélioration de la performance énergétique. Donc aller chercher des travaux d'optimisation de la gestion, éventuellement des travaux qui vont avoir lieu aux équipements ou à l'enveloppe d'un bâtiment, et qui auront pour but en fait de faire grimper d'une ou deux classes DPE, en gros d'aller chercher du moins 25 à moins 38% de consommation à l'échelle d'un parc. Pas forcément à l'échelle d'un bâtiment, et c'est pour ça aussi que nous on a beaucoup été contactés au moment où ce décret, toujours, mais au moment où ce décret a commencé à être cité, on a beaucoup été contactés justement pour raisonner à l'échelle d'un parc et pour pouvoir identifier des bâtiments sur lesquels on pourrait faire peut-être moins de travaux, avoir moins d'investissements, mais gagner énormément en consommation énergétique, parce que tous les bâtiments ne se valent pas, et il y en a certains sur lesquels, avec très peu d'actions, on peut arriver à diminuer de 50% la consommation du bâtiment, grosso modo. Et justement, essayer aussi d'identifier les bâtiments sur lesquels il va être très difficile de travailler.
Et donc raisonner à une échelle parc, ça devient très intéressant pour aller chercher ce minimum de 25% d'ici à 2020 sur l'amélioration du parc, d'un parc tertiaire. Aujourd'hui, donc le décret, il est toujours pas sorti. Donc ça fait peut-être bientôt 2 ans en fait qu'on attend ce décret-là. En gros, il y a une forte opposition parce que c'est quelque chose qui est relativement contraignant. Tous les acteurs de l'immobilier ne sont pas capables ou volontaires pour s'engager dans un même niveau d'exigence. Et donc le décret a tardé. Heureusement pour nous, il y a des démarches volontaires qui sont arrivées un petit peu pour pallier tous ces éléments. Donc c'est un petit peu je reviendrai dessus tout à l'heure, ça. C'est un petit peu la deuxième partie de la présentation, quoi. C'est donc toutes les démarches qui peuvent être volontaires et qui sont pour le coup appliquées. Je vais parler de la charte d'engagement volontaire parce qu'elle découle directement du décret. Donc pour le coup, c'est le cabinet Lefebvre-Pelletier qui a décidé, voyant en fait que le décret tardait un petit peu à arriver, qui a décidé de rédiger une charte d'engagement volontaire, de la proposer à l'ensemble des acteurs de l'immobilier en France. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette charte? Pas grand-chose en fait, c'est juste justement un engagement que va pouvoir prendre un acteur de l'immobilier sur le fait de réduire ses consommations énergétiques. Il n'y a pas de seuil qui est fixé, il n'y a pas d'actions qui sont définies pour y arriver. Ça justement, c'est à l'acteur qui va signer la charte de dire « moi je m'engage à viser un moins 10, un moins 15, un moins 25%, et pour ça je vais faire des campagnes de travaux sur mes bâtiments qui datent des années 70 ». Enfin, donc, il y a beaucoup de possibilités en fait, qui sont liées à cette charte. Elle a été signée donc en toute fin d'année dernière. Nous, on a eu l'occasion de contacter l'ensemble des acteurs qui ont signé la charte pour faire un petit peu des retours d'expérience, pour obtenir en fait leur retour, quels sont les objectifs sur lesquels vous vous engagez, quelles sont les actions que vous êtes prêts à mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, les retours étaient très positifs sur la fin de l'année dernière. Tous les acteurs étaient très motivés justement par cette arrivée de la charte. Elle a été signée par une grande proportion des acteurs de l'immobilier français en très peu de temps, justement parce que tout le monde attendait un peu le décret et tout le monde a été prêt à un peu mettre sa patte sur ce sujet-là. Et on voit pour l'instant sur tout début 2014 que donc on est encore un peu en attente. En fait, depuis la signature, on n'a pas encore eu de vrais retours d'actions qui sont lancées, de politiques qui sont peut-être engagées sur 2014 déjà. C'est encore un peu flou sur vraiment ce que ça va pouvoir apporter. En tout cas, la volonté du cabinet Lefebvre-Pelletier dans la rédaction de cette charte, c'était aussi justement, vu que le décret n'arrivait pas parce qu'il y avait une opposition et peut-être un objectif qui était trop important, la volonté c'est de se dire, moi je vais faire signer une charte et on va voir ce que les gens sont prêts à faire et on va peut-être pouvoir réadapter le décret en fonction d'un premier retour qu'on va pouvoir avoir du milieu français, pour que le jour où le décret sorte, il soit en adéquation en fait avec ce que l'immobilier français est prêt à faire. Donc ça, c'est un des gros enjeux de 2014, c'est de voir un petit peu ce que va pouvoir apporter cette charte. Et logiquement, d'après les dernières déclarations, notamment de François Hollande, on attend toujours le décret pour cette année. Donc il va y avoir une grosse évolution, logiquement, qui devrait arriver en 2014 sur l'aspect rénovation du parc tertiaire existant en France. Je vais juste revenir sur la partie état des lieux réglementaire. Il y avait une dernière partie qui concernait l'existant, justement. L'existant aussi est soumis à réglementation thermique, sauf que la réglementation thermique dans l'existant, elle a toujours un retard sur la réglementation thermique dans le neuf. Aujourd'hui, la réglementation thermique qu'on applique dans l'existant, elle correspond globalement à la RT 2005, donc qu'on appliquait avant dans le neuf. On n'a pas encore de projet de modification de la réglementation thermique dans l'existant pour se caler sur la RT 2012. Et c'est aujourd'hui même pas en discussion dans le plan bâtiment durable. Pourquoi? Parce que justement on va certainement plus s'appuyer sur cette partie charte et décret de rénovation du parc tertiaire, qui donc n'emploiera pas les mêmes méthodes de calcul qu'une réglementation thermique pour motiver à l'amélioration de l'existant. Sur la partie engagement volontaire, pareil, ça je passe très rapidement, mais donc en plus de la charte d'engagement volontaire qui est signée depuis la fin de l'année dernière, il y a également toutes les problématiques de label et de certification environnementale qui existent toujours, qui sont en train d'être modifiées pour aussi se mettre en accord avec la RT 2012. Mais donc on a donc des labels qui, en général, la définition d'un label aussi, c'est qu'il va s'appliquer juste à une performance énergétique, alors que la certification, elle va englober beaucoup plus de problématiques. Et donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est un petit peu
qui est un petit peu admis en fait dans le milieu de l'immobilier français. Il y a des études qui ont été réalisées, et si on regarde en fait les benchmarks, alors mise à jour mars 2013, donc ça date d'un an, 75% des travaux de construction qui peuvent se faire, alors pour le coup sur la région parisienne, ça inclut une certification. Du coup, aujourd'hui, c'est de l'admis, en tout cas à Paris, c'est de l'admis qu'un bâtiment doit être certifié, sinon il va y avoir des problématiques peut-être de vacances, peut-être que le bâtiment ne sera pas loué, ou des problématiques peut-être de valeur de l'actif qui va diminuer. Quand on parle de valeur verte, nous on a plutôt tendance à dire qu'on ne va pas gagner en valeur verte avec un bâtiment qui sera certifié. En revanche, on va peut-être perdre en valeur verte sur un bâtiment qui ne le sera pas. C'est un bâtiment qui va devenir un actif à risque, en fait, pour le coup. Donc c'est un petit peu quelque chose qui est admis et qui va certainement, de toute façon, évoluer avec aussi l'arrivée de la RT 2012. Au niveau, si on rentre en fait sur la qualification du parc tertiaire, donc sur lequel nous on a pu réaliser nos études, dont on va vous faire les retours d'expérience tout de suite après. Il faut savoir que donc, le parc tertiaire en fait en France représente à peu près 850 millions de mètres carrés. Il y a une grande proportion de bâtiments publics qui sont des bâtiments tertiaires. En gros, si on regarde le parc public, 4 bâtiments sur 10 sont des bâtiments tertiaires. Donc ça peut être des établissements du public, ça va être des crèches, ça va être des bureaux, ça peut être énormément de choses. Mairie, caserne, donc il y a beaucoup d'éléments. Donc beaucoup de bâtiments publics sont des bâtiments tertiaires. Et ensuite, alors il va falloir regarder en fait, faire une petite distinction entre deux types de parcs tertiaires. Il va y avoir le parc institutionnel. Donc en gros, ça va être du parc détenu par des grandes foncières, donc qui ont un grand nombre d'actifs et qui résonnent à une échelle qui va être très grande et qui vont avoir des problématiques qui vont vraiment être gérées à l'échelle de leur parc global plus qu'à l'échelle d'un bâtiment. Et au contraire, on va avoir le parc diffus, donc qui va être peut-être une direction immobilière d'un utilisateur qui devient propriétaire du parc, d'un bâtiment qu'il va occuper. Donc un utilisateur qui est propriétaire de son siège, par exemple, ça va plutôt être sur du parc diffus, et les problématiques de rénovation ne vont pas du tout être les mêmes sur une foncière qui va résonner sur 1200 actifs ou sur l'utilisateur qui va résonner sur son siège. Du coup, nous, il faut aussi qu'on intègre ça dans la façon dont on va pouvoir gérer les bâtiments. Au niveau des consommations énergétiques donc du parc tertiaire français, donc cette slide elle est assez intéressante et je vais juste présenter très rapidement l'OID puisqu'elle sort d'un rapport donc de l'Observatoire de l'immobilier durable. L'Observatoire de l'immobilier durable, c'est une association en fait qui a été fondée par plusieurs acteurs de l'immobilier donc il y a 2 ans maintenant et qui en fait a pour but justement de dire on réunit des grandes foncières, des utilisateurs qui mettent à disposition une partie de leur parc et qui nous mettent à disposition aussi leur consommation. Et donc ça permet de dresser un petit peu un état des lieux de la performance énergétique du parc tertiaire français donc sur quelque chose qui est le plus large possible. Donc Synthéo est membre fondateur avec donc je crois 6 grands acteurs de l'immobilier et donc qui nous avaient déjà mis à disposition une grande partie de leur parc. Sur cette étiquette, en fait, là on raisonne, donc c'est sur le rapport qui a été publié en 2013, donc décembre 2013, qui est disponible d'ailleurs sur internet, je pourrais passer les liens à ceux que ça intéresse, mais donc rapport 2013, ça inclut 630 bâtiments de bureaux, qui après sont répartis en différentes typologies. Alors sur les bâtiments de bureaux, on va raisonner en fonction en fait, de l'année de construction, parce qu'on dégage vraiment des tendances selon qu'on travaille sur un bâtiment qui est haussmannien, 70, 80, jusqu'à 2005. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a une moyenne qui est à 450, et que si on regarde en fait qui sont les un petit peu, on va dire, mauvais élèves dans le lot par typologie, ça va être les bâtiments de 2000-2005 qui consomment plus, et les bâtiments de 1970. Un bâtiment haussmannien, contrairement à ce que, pour le coup, à ce qu'on pourrait penser, c'est un bâtiment qui va consommer moins qu'un bâtiment de 2005. Enfin, en tout cas sur le parc qu'on a pu étudier. Et donc en 70, on a eu une grande folie, un petit peu des grandes façades vitrées, donc des déperditions dans tous les sens, et donc on avait des bâtiments qui sont peu performants, et sur tout ce qui va être 2000-2005, ça va plutôt être peut-être une modification des comportements, un besoin de confort un petit peu plus important, qui fait qu'on est sur des consommations qui sont elles aussi un petit peu plus importantes. Voilà, donc ça nous permet aussi de distinguer quels sont les types d'actifs sur lesquels nous on va travailler en priorité. Donc ça va être justement, on va aller se concentrer aussi sur ces bâtiments des années 70 et sur l'optimisation de l'exploitation des bâtiments plus récents pour arriver à faire quelque chose de performant.
Parce qu'on a des bâtiments qui sont très bons, qui sont intelligents, mais qui après ne sont pas forcément utilisés comme ils devraient l'être, et donc on a des petites dérives de consommation. Justement, comment on améliore la performance énergétique d'un bâtiment? En gros, la performance énergétique d'un bâtiment, on a 3 leviers d'action. On va avoir un premier levier d'action qui va être au niveau de l'utilisateur. Donc vraiment le comportement de l'utilisateur dans son bâtiment. Est-ce que j'ouvre les fenêtres? Est-ce que je chauffe un petit peu plus? Tous ces éléments qui font qu'on va faire grimper la consommation. On va avoir une partie gestion du bâtiment, donc à ne pas confondre en fait avec la partie utilisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va piloter un bâtiment avec des horloges de coupure, il va y avoir beaucoup d'éléments, on met de plus en plus d'éléments qui participent justement à avoir un bâtiment qui soit intelligent, mais pour qu'il soit vraiment intelligent, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui arrive à piloter ce bâtiment-là en fonction des équipements qu'on y a mis. C'est un deuxième levier d'action pour arriver à améliorer la performance énergétique du bâtiment. Troisième levier d'action, qui en fait est le premier quand on raisonne sur des plans de travaux, ça va être la qualité un petit peu intrinsèque, ça va être l'enveloppe, le bâtiment en lui-même, comment il a été construit, quels sont les équipements qui sont présents dessus, est-ce que le bâtiment est performant dans un premier lieu. Et donc on a tous ces éléments-là, mais après il faut savoir aussi que de toute façon on a quand même une partie incompressible de consommation sur un bâtiment. Aujourd'hui, de toute façon, on a un usage, un bâtiment de bureau, il est fait pour être utilisé, il est fait pour consommer. Et on aura beau améliorer autant qu'on peut le comportement des occupants, la gestion et la qualité intrinsèque du bâtiment, on aura toujours une partie de consommation qui est incompressible. Et d'ailleurs, si on raisonnait sur les bâtiments à énergie positive ou le bâtiment passif de manière un petit peu idéale, ce serait de se dire, une fois qu'on a réduit au maximum, qu'on a amélioré le comportement des occupants, qu'on a un comportement exemplaire, qu'on a une gestion qui est exemplaire et qu'on a un bâtiment qui est hyper performant, et c'est cette partie incompressible en fait qu'il nous faut compenser par des énergies renouvelables. Logiquement, la démarche pourrait partir de là. Donc justement, si on regarde un petit peu sur comment on peut agir sur ces différents leviers d'action, donc les 3 que j'ai pu citer juste avant, sur la partie utilisation, donc le retour vraiment l'occupant du bâtiment, c'est de la sensibilisation en fait aujourd'hui. Nous on a chez Synthéo, on a tendance à dire quand même qu'on met toujours un petit peu, on attaque toujours un petit peu les occupants alors que quelque part on leur construit des bâtiments pour qu'ils soient justement utilisés. Donc oui, on peut essayer de faire en sorte de les sensibiliser, mais il ne faut pas non plus leur jeter toujours la première pierre. Les bâtiments sont faits pour être utilisés. Aujourd'hui on a de plus en plus d'éléments qui permettent de limiter les dérives de l'occupation. Je pense par exemple à l'éclairage. Quasiment tous les immeubles tertiaires aujourd'hui sont équipés d'une horloge qui va couper l'éclairage à la place de l'occupant. Donc on essaye de se dire que oui, l'occupant a une part de responsabilité, mais peut-être qu'on le stigmatise un peu trop. On a aussi d'autres leviers d'action. Mais donc il faut savoir qu'on a quand même des leviers d'action qui sont liés à l'occupation. C'est des carnets de bonnes pratiques, c'est des politiques environnementales des utilisateurs. Nous, on a eu l'occasion d'intervenir sur ça, ça porte ses fruits, mais c'est un levier parmi 30 d'autres en fait. Là où on a tendance à se dire qu'il y a aussi beaucoup à jouer, ça va être sur la partie exploitation du bâtiment. C'est un petit peu la garantie de performance énergétique, parce que cette garantie de performance énergétique, elle va inclure l'occupant, mais elle va inclure de manière encore plus importante un petit peu la personne qui va être responsable de l'exploitation du bâtiment. D'ailleurs, on a des métiers qui se créent quasiment sur cette exploitation du bâtiment, parce qu'on parle souvent de gestionnaire de bâtiment, mais aujourd'hui, on parle encore plus de gestionnaire énergétique du bâtiment. On a des postes d'energy manager qu'on croise, nous, de plus en plus, quand on va visiter un bâtiment, des gens qui se présentent en tant qu'energy manager, parce qu'ils ont vraiment une compétence qui est là pour la gestion énergétique et environnementale de leur bâtiment avec les outils qui sont mis à disposition. Il y a plusieurs éléments. C'est l'Energy Manager, il va s'appuyer sur des outils qu'on lui met à disposition. Je pense notamment aux gestions techniques de bâtiments, les GTB. Alors ça, c'est un outil qui est un petit peu polémique, parce que c'est un outil qui a pour but d'arriver à donner des programmations, de la régulation de l'ensemble des équipements pour atteindre une performance énergétique optimale, sauf que c'est souvent des outils qui sont très compliqués, qui sont pas bien utilisés par les exploitants, parce que c'est des machines de guerre en fait. Et donc il y a un premier enjeu qui est d'arriver à se dire qu'on conçoit des bâtiments, qu'on peut concevoir des bâtiments intelligents et simples à la fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller forcément
tout reconnecter, tout piloter, des fois par par une simple petite analyse sur l'occupation du bâtiment, à quelle heure les gens arrivent, à quelle heure les gens repartent. Ça nous permet d'évaluer un petit peu l'horloge de coupure sur la ventilation, sur l'éclairage, et d'optimiser ces éléments-là. On peut faire simple et avoir des résultats plutôt que d'aller chercher à chaque fois des éléments qui sont un petit peu trop compliqués. Et après, on a rentré dans un cycle un petit peu vertueux avec justement l'Energy Manager sur le bâtiment, souvent dans le cadre de certification environnementale en exploitation, donc qui vont demander régulièrement le passage d'un auditeur qui va pas forcément évaluer la performance directement du bâtiment et qui va évaluer un petit peu comment on recherche l'amélioration. C'est-à-dire qu'on va fonctionner sur un principe de cycle, on le verra tout à l'heure. Et donc ça, c'est un autre outil qui peut être mis en œuvre, et c'est un levier d'action qui est très important sur un bâtiment. C'est ce cycle-là. En gros, l'idée, c'est de dire que sur l'exploitation d'un bâtiment, on a vraiment l'essentiel de ce qui peut être réalisé. C'est on se définit des objectifs. On va aller chercher des objectifs alors qu'ils soient atteignables, qu'ils soient réalistes. 2, on intervient auprès de l'ensemble des acteurs qui peuvent nous aider à atteindre cet objectif pour, par des phases de sensibilisation, mettre tout le monde un petit peu dans la même équipe. On réalise un suivi des consommations, parce qu'on n'arrivera jamais à améliorer un bâtiment si on n'a pas vu exactement ce qui s'y passait, avec si possible un niveau de détail qui permette de faire une analyse. Donc derrière, on a un bilan des consommations avec justement cette analyse, donc avec une fréquence qui est donnée, ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les trimestres, ça peut être par an. Et derrière, une fois qu'on a fait le bilan des consommations, on est capable de mettre en place des actions pour l'année à venir, pour la période à venir, et repartir sur de nouveaux objectifs. Et donc ça, c'est vraiment une logique d'exploitation, alors qui en fait l'energy management, mais qui met quand même aussi dans la boucle un peu le propriétaire et un peu l'utilisateur. Même si elle est portée par le gestionnaire de l'actif, elle met beaucoup d'autres personnes dans le lot. Ça, je passe assez rapidement, c'est des exemples en fait justement de propositions qu'on peut avoir avec des fréquences justement de relevés. Donc on en a vu plusieurs, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Et donc après on a la partie travaux, qui est une partie forcément où on a un gisement d'économie d'énergie qui est très important. Alors donc ça a été dit dans la présentation précédente, sur les travaux il faut savoir que on peut pas rénover un bâtiment, on n'a pas de plan de travaux type. On va raisonner avec donc des cycles de travaux qui sont souvent qui sont admis complètement dans le milieu de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on va avoir des travaux de rafraîchissement qui ne vont pas forcément toucher à l'optimisation de la performance énergétique. Pour le coup, les travaux de rafraîchissement, c'est un petit peu, en gros, tous les 5 ans, on va avoir un coup de peinture. Donc ces travaux-là, ils existent, on les conçoit, mais c'est pas forcément là où on va avoir le plus d'actions à mener. Il va y avoir la rénovation. Là, ça va être peut-être remplacer des équipements terminaux, donc on va aller remplacer des ventiloconvecteurs, on va remplacer des radiateurs. On ne va pas forcément changer la production de chaud ou de froid dans le bâtiment, mais on va commencer à toucher à de l'élément un petit peu plus technique. Donc on le fait moins fréquemment que le rafraîchissement, mais on le fait quand même assez régulièrement. On verra le cycle tout à l'heure. Et après, il y a la restructuration. Là, ça va être le moment où peut-être qu'on va se poser la question de déposer une façade et d'aller en refaire l'isolation, ou d'aller changer tous les ouvrants. Et ça, c'est des cycles de travaux qui sont très lourds, qui arrivent beaucoup moins souvent, mais qui ont un levier d'action qui est beaucoup plus important. Ce qui est intéressant de regarder avec ces 3 cycles, c'est concrètement combien ça coûte et combien ça permet d'économiser, en fait. Et donc ça vient aussi avec les études dont on va parler tout à l'heure sur un petit peu le combien ça coûte et combien on peut économiser. Sur la fréquence à laquelle on les réalise, donc ce que je disais, c'est qu'en gros les rafraîchissements, voilà, c'est entre 5 et 10 ans, rénovation entre 15 et 20 ans, et restructuration, c'est vraiment tous les 30 ans. C'est d'ailleurs un des éléments qui fait que aussi on a certains bâtiments, donc si on oublie un petit peu les bâtiments des années 70, qu'on a des bâtiments par exemple des années 80 qui vont être plus performants que les bâtiments d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà subi un cycle de restructuration. Et donc ils ont eu la possibilité aussi de passer en termes de consommation au-delà des bâtiments qui ont été construits en 2000. Les années 70 sont peut-être plus difficiles à rénover, ou ils ont été rénovés et ils sont redevenus obsolètes parce que justement on n'a pas pu faire toutes les actions qu'on aurait pu mener dessus. Donc ça joue aussi justement dans la ventilation un petit peu qu'on peut avoir des consommations en fonction de l'année de construction d'un bâtiment. Au niveau des coûts, alors ça c'est trop détaillé, pour le coup ce qui est intéressant de voir c'est que si jamais on se penche sur la partie purement énergie, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas
ce qu'on va payer pour faire la peinture, le parquet dans un bâtiment. Par contre, on va regarder là où on peut jouer sur la partie énergie. En général, quand on est sur des opérations de rafraîchissement, on peut avoir à peu près 200 € du mètre carré qui sont placés sur de la rénovation énergétique. Quand on va sur de la rénovation, on est à 500, et quand on est sur de la restructuration, on est plutôt à 800. Donc inclus dans des coûts globaux. Mais donc forcément, on va aller se donner beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment ce qui est investi uniquement sur la partie énergie, et donc ce qui va avoir un impact sur la consommation après coup, quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu tous les leviers dont on dispose. Au niveau des études qu'on a pu réaliser, donc je disais 2 études. La première, donc c'est une étude réalisée donc avec la Française Asset Management, l'ADEME et donc Syntéo sur les enseignements de la cartographie énergétique d'un parc tertiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, la question de la Française, c'était de se dire très simplement, combien je vais devoir payer si je veux arriver à avoir un parc qui atteigne 25% de réduction de mes consommations d'énergie. Combien je vais devoir payer, quelles actions je vais mettre en œuvre et quand est-ce que je vais les mettre en œuvre. Donc on a été obligé de raisonner donc, sur un petit peu le parc de la Française. Alors ils ont 1200 bâtiments, donc on ne les a pas tous audités directement. On a procédé en fait par échantillonnage. On a sélectionné en fait 27 actifs qui répondent un petit peu à différentes typologies, logistique, commerce et bureau. Et après, on a pu aller les classer, donc comme je le disais, avec des sous-familles qui incluent surtout sur la partie bureau l'année de construction. Sur les commerces, ça va plutôt être est-ce qu'on raisonne en petits commerces ou en plus gros locaux. Et sur les entrepôts, c'est encore une partie à part. La ventilation qu'on a pu faire, en fait, elle prenait en compte un petit peu la localisation géographique. On a essayé d'avoir, sur les 27 bâtiments qu'on a étudiés, profondément, un parc qui soit un peu représentatif de ce qui se passe à l'échelle France, quoi. Donc ce qui a été fait à chaque fois, c'est un audit énergétique, avec un état des lieux complet de ce qu'on peut trouver sur le bâtiment, comment c'est géré, comment c'est utilisé, quelles sont les actions qu'il faudrait mettre en œuvre pour améliorer la performance, de combien on réduit la consommation énergétique et combien ça coûte. Ça, c'est l'étude qui a été réalisée sur ces 27 bâtiments. Et donc derrière, on arrive à des résultats. Il faut savoir qu'au sein d'une même typologie, même au sein des bâtiments de bureaux des années 80, on avait des écarts qui étaient assez importants et qui sont justement dus à l'utilisation et à l'exploitation d'un bâtiment. Donc il nous a fallu pour cette étude essayer à un moment d'effacer un petit peu le paramètre exploitation et d'effacer le paramètre utilisation. Donc on a défini en fait une modélisation de la performance intrinsèque des bâtiments, en fait en se faisant des scénarios, donc en faisant tourner des scénarios d'utilisation qui se rejoignent un petit peu d'un bâtiment à l'autre pour pouvoir évaluer une consommation qui soit liée vraiment uniquement, enfin qui ne varie que par l'enveloppe du bâtiment, les équipements qui y sont installés et pas par comment c'est géré ou comment c'est utilisé. Donc ça nous a permis d'avoir des résultats qui soient un petit peu plus précis. Et cette consommation intrinsèque, elle a été très intéressante pour nous parce qu'on a pu voir, donc je vais plutôt passer sur celui-là, on a pu voir que donc en fonction de l'année, on avait une amélioration de la performance intrinsèque des bâtiments de bureaux qui pouvait se constater. Pour le coup, on a vraiment une diminution des consommations énergétiques intrinsèques d'un bâtiment en fonction de son année de construction, comme quoi l'arrivée des différentes réglementations thermiques a permis d'améliorer ce critère-là. Derrière, on voit aussi que le reste des consommations diminue, mais pas aussi fortement. Donc on a un écart qui se creuse entre, par exemple, un bâtiment de bureau des années 70, où la partie utilisation-exploitation représentait que 40% des consommations globales. Aujourd'hui, vu qu'on a plus réduit la partie de consommation intrinsèque, mais qu'on n'arrive pas autant à réduire la partie de consommation, utilisation, gestion, sur un bureau des années 2005, on a un écart de 50%. Donc l'écart se creuse en fait entre ces bâtiments, quoi. Donc c'est là aussi où on se dit qu'on a joué sur une partie qui va coûter peut-être moins cher, qui va être l'exploitation, et qui va permettre quand même de réduire les consommations de manière non négligeable. Derrière, donc l'étude pour eux, c'était de se dire voilà, combien on va devoir payer en fonction de nos différents bâtiments. Donc le tableau est un peu lourd, mais ça c'est pareil, je vous inviterai plus à le regarder, donc soit sur la publication qui est disponible en ligne, soit sur les slides qui seront disponibles aussi. Mais donc on a essayé de dégager donc d'une part une notion un petit peu de priorité. Donc quels sont les bâtiments sur lesquels on peut intervenir facilement, à moindre coût, ou alors qui deviennent critiques,
et sur lesquels on va pouvoir engager des économies d'énergie. Donc on voit qu'en fait les aspects prioritaires, donc c'était les bureaux haussmanniens qui ont été rénovés, avant la première réglementation thermique, donc qui n'ont pas encore pu bénéficier de tous les acquis qu'on a pu avoir après plutôt. Dans les bureaux des années 80 ou 90, ceux qui n'ont pas encore été rénovés, et au niveau des entrepôts, c'est peut-être moins intéressant, mais c'est ces entrepôts qui sont d'activité dense. Derrière, les bâtiments qui sont peu prioritaires, c'est ceux justement qui ont été rénovés plus récemment. Donc par exemple sur les haussmanniens, ceux qui ont été rénovés après la mise en place des réglementations thermiques, ou sur les bâtiments plus récents qui ont eux aussi été rénovés. Les surinvestissements liés à la performance énergétique, donc ils varient pas mal. Sur des bâtiments qui sont prioritaires, comme je le disais, c'est de se dire que ils sont prioritaires parce qu'on peut engager une rénovation énergétique peut-être à moindre coût. Donc par exemple, on va se situer sur des coûts qui vont varier entre 50 et 180 euros de rénovation énergétique pour un bâtiment prioritaire, alors qu'un bâtiment qui n'est pas prioritaire peut aller jusqu'à 300 euros de rénovation purement énergétique au mètre carré. Donc, oui, au mètre carré. du coup moins intéressant. Et les économies, justement, à l'inverse, vont être plus importantes sur les bâtiments prioritaires. On va pouvoir atteindre du 45-50% d'économie d'énergie, donc vis-à-vis des coûts qui étaient engagés plus tôt. Et alors que sur les bâtiments qui sont moins prioritaires, on va plutôt aller sur du 30-35% qui peut être atteint. Et derrière, il y a tout un détail des travaux qui peuvent être mis en œuvre, donc qui concernent souvent le changement des productions de chaud, de froid, ou le changement des équipements de ventilation, avant peut-être que d'aller voir l'enveloppe. L'enveloppe, en fait, souvent, ça va être dans les travaux des bâtiments qui sont non prioritaires, parce que ça va être les coûts qui vont grimper. Oui, ça fait des économies d'énergie, mais c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et donc la deuxième étude dont on voulait parler, qui en fait fait quasiment suite à l'étude qui a été menée avec l'ADEME, c'est une étude qui a été réalisée avec l'ORIE, donc l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise, et donc qui s'appelait Obsolescence et Grenelle, et qui avait pour but de se dire, justement, par rapport à l'étude qu'on a réalisée juste avant, maintenant qu'on sait un petit peu quels sont les leviers d'action dont on dispose, où est-ce qu'on se situe avec ces leviers d'action par rapport aux moins 38% qu'on veut atteindre d'ici à 2020. Donc le but du jeu, ici, c'était de se dire quelles sont les actions qu'il faut qu'on mette en œuvre absolument pour pouvoir atteindre le moins 38%, est-ce qu'il est atteignable ou pas. C'est ce qu'on a pu étudier. On a coupé en fait deux politiques sur un parc qui nous a été, un parc qu'on a pu étudier, donc qui est le parc de la Dreal Île-de-France, donc via l'ORIE, donc qui nous a fait étudier un parc tertiaire et sur lequel on a fait tourner en fait, en fonction des actions qu'on avait définies plus tôt, deux types de scénarios. Donc des scénarios qui sont prudents et des scénarios qui sont volontaires. Un scénario prudent, ça va être un scénario avec des coûts qui sont maîtrisés, qui s'inscrit bien dans les cycles de travaux, donc assez simple à respecter. Le scénario volontariste, ça va être plus se dire que là on a envie de valoriser vraiment un actif et donc on va aller un petit peu mettre le paquet sur les travaux qu'on va réaliser pour vraiment valoriser son bâtiment. Hop. Et c'est aussi intégrer directement dans le scénario volontariste la performance énergétique, alors que dans le scénario prudent, c'est des fois justement juste se caler sur des travaux qui sont réalisés normalement, qui concernent la vétusté des équipements et qui ne sont pas faits juste pour aller chercher de l'amélioration de la performance énergétique. Ce qu'on a pu voir, du coup, c'est les gains qu'on pouvait avoir en fonction des deux scénarios. Et clairement, la tendance, c'est que le scénario volontariste, forcément, permet de réduire les consommations de manière plus importante que le scénario prudent. Et après, ce qu'on a essayé de distinguer aussi, c'est quels sont les types d'actions qu'on réalisait à chaque fois. Si on part du principe que le parc qu'on a étudié est une base 100 en termes de consommation, on a appliqué de plus en plus d'actions, dans le cas à chaque fois d'un scénario prudent et d'un scénario volontaire. La première action qu'on peut mettre en œuvre, c'est optimiser la gestion. Ça va être typiquement aller changer une horloge, réduire la période pendant laquelle on éclaire un bâtiment, réduire la période pendant laquelle on le ventile. Donc c'est des scénarios qui sont assez simples à mettre en œuvre, qui ne coûtent pas grand-chose, et qui nous permettent un petit peu de diminuer les consommations. Après, l'idée c'est d'aller sur les trois cycles de travaux dont on parlait tout à l'heure, qui sont le rafraîchissement, la rénovation et la restructuration. Donc en mettant respectivement 200 € du mètre carré sur la partie énergie, 500 € du mètre carré sur la partie énergie et 800 € du mètre carré sur la partie énergie.
ventilé selon, enfin c'est moyenne à 700, enfin à 800, 500 et 200, mais ventilé selon qu'on est sur un scénario prudent ou volontaire, parce qu'on va aller mettre beaucoup plus dessous sur un scénario volontaire. Ça se voit en fait dans ce tableau-là, bon, en fait c'est la même chose que ce qu'il y avait sur les graphes, c'est que du coup plus on va mettre en œuvre d'actions, quelle que soit la période de construction du bâtiment, plus on va pouvoir réduire les consommations. Et alors là, les deux derniers graphes en fait, que je vais présenter qui sont pas mal intéressants et un petit peu alarmistes à la fois, c'est de se dire que donc aujourd'hui, donc notre objectif c'est d'arriver à moins 38% à 2020. Si on suit justement les tendances en se disant qu'on applique selon les cycles de rénovation des scénarios soit prudents, soit volontaristes sur l'ensemble des bâtiments, et qu'on ne fait que suivre les travaux cycliques, c'est-à-dire les rafraîchissements, rénovations, restructurations. Si on ne fait que ça, d'ici à 2020, on sera, selon le scénario prudent, à moins 20% du parc, enfin moins 20% de consommation énergétique sur l'ensemble du parc, et à moins 27 si on est sur le scénario volontariste. Donc on est loin des 38% qu'on essaye de viser. Donc on s'est dit, voilà, il y a un gap qu'il faut qu'on arrive à combler, et c'est ce qui s'est passé sur la dernière étude qu'on a pu réaliser, c'est de se dire, bon, cette fois-ci, on va prendre en compte aussi l'optimisation de la gestion, de l'exploitation et de l'usage un petit peu que vont faire les occupants du bâtiment. Donc vraiment, en allant chercher tous les leviers d'action sur la sensibilisation, sur la mise en place d'outils qui soient performants, d'une gestion qui soit performante et d'un energy manager. Et là, donc sur un scénario prudent, on est toujours qu'à moins 25% d'ici à 2020, et sur le scénario volontariste, on est à moins 37% à 2020. Donc en gros, ce que ça représente un petit peu, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'objectif qu'on s'est fixé, à horizon 2020, on peut l'atteindre si on met vraiment un petit peu tous les moyens en œuvre. C'est-à-dire qu'à chaque rénovation, rafraîchissement, rénovation, restructuration, on prend en compte la problématique énergétique, et qu'en plus, on fait rentrer les bâtiments dans des cycles d'amélioration des consommations d'énergie vis-à-vis de leur utilisation et de leur exploitation. Pour terminer juste un petit peu où est-ce qu'on se dirige, aujourd'hui ce qui se passe en fait c'est qu'on va avoir plusieurs leviers d'action. Donc le décret d'une part, donc on attend toujours, mais qui normalement devrait donner un gros coup de fouet au secteur de l'immobilier une fois qu'il sera sorti. De plus, on a le groupe de travail, donc bâtiment responsable 2020, qui est mené au sein du plan bâtiment durable. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un petit peu, ça pourrait être la prochaine évolution qui irait au-delà de la réglementation thermique. On parlerait plus de réglementation thermique 2020, mais de réglementation bâtiment responsable 2020, en intégrant des parties comme le confort de l'occupant, la partie énergie grise, gaz à effet de serre, et la qualité sanitaire de l'air intérieur. Et après, on pourra parler aussi du coup de la loi NOM, qui va modifier aussi le rapport que vont avoir les différents exploitants à l'énergie, et notamment justement, on parlait peut-être des pics de puissance. La gestion, à mon avis, de la puissance va devenir aussi importante que la gestion de la consommation d'ici à l'arrivée de la loi NOM, et le retour de la taxe carbone, donc justement pour aller sur la partie, parce qu'il faut savoir qu'à la base, les directives mondiales depuis Kyoto, c'est aussi une notion de carbone. En France, on a interprété ça comme de l'énergie, mais à la base, c'était une notion de carbone. Et donc un retour de la taxe carbone, ça pourrait nous remettre aussi dans les rails vis-à-vis de tous ces objectifs qu'on s'est fixés. On en entend parler assez régulièrement, mais on ne sait pas trop si ça sera appliqué ou pas. Voilà, donc si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Si j'ai la première question, je suis très sensible, moi, à l'aspect climat et carbone. Et il y a un problème d'exploitation qui n'est pratiquement pas traité en France à propos du débat sur la transition énergétique. C'est le problème de la réduction de la pointe électrique, qui est un des défauts de notre système électrique, qui est très performant globalement. Il y a un défaut utilisateur, c'est cette pointe. Quand on sait qu'un soufflant, ça coûte 20 €, et c'est la puissance de 5 vainqueurs du Tour de France, donc c'est pas cher. Alors, il faut savoir qu'en novembre dernier, le 28 novembre, par un petit froid, avec 83 000 MW, on a fait la pointe d'il y a 10 ans, alors qu'il ne faisait pas très très froid, et que, avertissement des RTE, si les conditions météo de février 2012 se reproduisent 2015-2016, c'est RTE qui l'écrit, son président, on a la probabilité forte d'un crash avec des coupures de 40 heures. Alors, on parle de l'énergie d'un bâtiment, mais elle n'a pas la même valeur. Et alors,
je fais un rêve pour les conditions de travail et autres. Mon rêve, ce serait que le bâtiment s'éteigne avant la pointe de 19h. C'est jouable ou non? Du coup, effectivement, ça c'est une problématique, nous, qu'on prend en compte de plus en plus. Déjà sur la partie évaluation des audits énergétiques, donc, je me suis focalisé sur la partie consommation. On inclut de toute façon une partie évaluation des gaz à effet de serre aussi liée à la consommation énergétique. Et justement dans cette évaluation des gaz à effet de serre liés à la consommation énergétique, il y a un petit peu ce lien avec un facteur d'émission qui va permettre de convertir l'énergie en carbone qui va varier selon la période à laquelle on se situe. Donc est-ce qu'on est en période un petit peu production d'origine nucléaire, auquel cas le facteur d'émission est très bas, ou est-ce que justement on va retomber sur une production peut-être plus traditionnelle et du coup le facteur d'émission va être élevé. C'est des éléments qui sont évalués, qui viennent un petit peu modifier les résultats que nous on peut avoir sur la partie CO2. Et en fait, oui, il y a des solutions qui peuvent se mettre en place de plus en plus. Ça va concerner aussi tous les smart grids. Ça va être arrivé justement à un petit peu lisser la puissance, lisser idéalement en constant sur toute la journée, ou justement prendre en compte en plus les différentes périodes pour arriver à se dire, quitte à chauffer, et c'est ce qui était dit aussi dans la présentation précédente, quitte à chauffer, je vais essayer de chauffer au moment où, vu que ça va être ma consommation la plus importante sur mon immeuble de bureau, je vais chauffer au moment où je sais que l'énergie que j'appelle et pas appelée en même temps que tous les autres bâtiments de bureaux en France pour pas basculer sur une production qui devienne un petit peu moins performante en termes de CO2, quoi. Donc c'est des réflexions qui sont prises en compte, qui aujourd'hui sont très difficilement appliquées. Enfin, moi en l'occurrence, j'ai jamais eu l'occasion de voir un bâtiment fonctionner convenablement avec ce type de régulation, mais ça fait partie d'une demande qui est de plus en plus fréquente de savoir se dire est-ce qu'on est capable de le faire, et les acteurs de l'immobilier sont prêts à faire des tests sur ces sujets-là pour arriver à faire avancer la question. Pour illustrer un petit peu ce que disait Romain, il y a 2 ans j'avais loué des bureaux dans un immeuble de bureaux donc, et chauffage électrique, et rien n'avait été changé depuis la mise en service, et l'électricien avait mis ça en service avec le programme numéro 1. Le programme numéro 1, c'est quoi? C'était chauffage à partir de 6h du matin jusqu'à 23h, et ce, 365 jours par an. Donc déjà, rien qu'en arrêtant le week-end, on gagnait déjà 2/7, donc quasiment 30%. Et puis en réglant sur les heures de présence, qui étaient plutôt arrêt à 18h, et mise en route à 8h pour que les bureaux soient chauds à 19h, déjà on gagnait encore 30%. Et puis en plus, ça permettait d'éviter la pointe de 19h, puisque voilà. Et en plus, on expliquait aux gens que quand ils partaient en vacances, ils pouvaient aussi fermer les semaines où ils n'étaient pas là. Et donc rien qu'avec ça, on économisait quasiment 50% du chauffage. Voilà, ce qui prouve que déjà rien que l'exploitation, sans rentrer dans des programmes très très importants, la simple prise de conscience des utilisateurs de ces choses-là, choses qu'ils font naturellement chez eux, et maintenant quand c'est au bureau, on ne les fait pas. Oui, dans la RT 2012, il y a, comme vous le savez, une disposition qui vise à encourager la production à demeure, qui permet de bénéficier d'un slot de maximum de 12 kWh par mètre carré par an. Donc ma question est la suivante, est-ce que dans le décret là, dont vous nous avez parlé et qui tarde à sortir, est-ce que la production à demeure se trouve encouragée, et est-ce que c'est une façon de prendre le problème qui vous semble intéressante? Vous n'en avez pas du tout parlé dans votre exposé. Pour le coup, sur la partie décret, on est parti sur des objectifs de réduction des consommations, alors qu'ils peuvent intégrer du coup la production ou non. Le décret n'est pas sorti, donc on n'a jamais eu en fait les clauses finales qui pouvaient apparaître, donc on ne sait pas si ça apparaissait en tant que tel ou pas. En tout cas, sur la charte d'engagement volontaire qui aujourd'hui est signée, ça fait partie des leviers d'action qu'on a pu voir apparaître. Donc comme je disais, nous on a récupéré un petit peu les retours des différents acteurs qui ont été prêts à signer cette charte, et parmi ces retours-là, donc il y en avait une proportion qui disait donc moi je m'engage à réduire mes consommations d'énergie, notamment par une production que je vais gérer moi-même. C'est quelque chose qui est intéressant, mais je pense, alors après ça c'est un avis peut-être purement personnel, que c'est quelque chose qui doit arriver peut-être après coup. À mon avis, on a des leviers d'action qui sont sur l'utilisation, sur la gestion de bâtiments, qui sont peut-être plus faciles d'accès et tout aussi importants,
avant de faire intervenir peut-être la production. Moi personnellement j'aurais tendance à dire qu'en termes de hiérarchie, peut-être d'intérêt au niveau des travaux, ça va être vraiment optimiser la gestion et l'utilisation, donc vraiment sur site à un coût très réduit, un coût un petit peu de pilotage ou en tout cas de volonté d'amélioration année après année. Derrière, on peut mettre en place de la production, c'est peut-être plus facile à faire que de réaliser des travaux sur une façade par exemple, et les travaux sur une façade sont peut-être la dernière option. Et d'ailleurs c'est ce qui se voit aussi de manière générale dans les rénovations sur lesquelles on a pu travailler. Quand on propose des plans d'action, nous, à nos interlocuteurs, ils disent oui directement sur la partie exploitation, ils vont dire oui très vite sur la partie production de chaud, de froid ou de ventilation, ils vont dire plus difficilement oui sur la partie intégration d'une production d'énergie, et derrière, en général, ils disent non à la façade. C'est un petit peu les retours qu'on a, nous, de notre côté, sur ces sujets-là. Vous n'avez pas parlé de l'informatique, du data center. Pour vous, ça ne fait pas partie du tertiaire? Alors, concernant les data centers, par rapport aux études qu'on a pu réaliser, c'est quelque chose qui a été volontairement un petit peu mis de côté. Ils sont inclus, on en a étudié quelques-uns, mais qu'on n'a pas forcément mis en avant au niveau des résultats, tout simplement parce que les attentes de l'ADEME et des clients avec lesquels on travaillait étaient vraiment orientées peut-être sur la majorité du parc, qui inclut principalement du bureau. Après, sur les data centers, il y a quand même une problématique qui est hyper intéressante et qui, pour moi, peut-être joue plus à l'échelle d'un quartier qu'à l'échelle d'un bâtiment, en fait. Aujourd'hui, les travaux qu'on peut réaliser sur un data center, ils peuvent être très intéressants, et je pense qu'ils peuvent être aussi mutualisés avec des problématiques qui sont beaucoup plus larges, parce qu'on va pas parler forcément des mêmes types de travaux sur de l'isolation. Enfin, ça va avoir pas les mêmes impacts sur le bâtiment final. En revanche, par exemple de la cogénération qu'on pourrait gérer sur un data center, là c'est des actions sur lesquelles on peut réfléchir plus vite en fait, mais qui interviennent à l'échelle d'un quartier. Donc là on était plus à l'échelle bâtiment, et ça a été volontairement sorti de l'étude, mais c'est aussi une problématique qui se trouve assez souvent. Vous avez vu la tendance de Google de mettre ses data centers sur des bateaux pour les rafraîchir plus facilement?